Non mais Louis, il s'agit d'un protocole émetteur-récepteur 2,4 GHz, cryptage AES, technologie à spectre étalé DSS, prenant en charge 16 canaux et protocole de communication IE 802.15.4. Large. Et bienvenue dans ce GCN Show. Max va essayer de nous expliquer ce qu'il vient de nous raconter parce que moi, j'ai rien compris. On va parler de hacking. Oui Louis, je te disais, le protocole, ça c'est le protocole SRAM de sécurité pour le groupe AXS. C'est évidemment pour éviter le hacking en course. Parce que avec cette nouvelle technologie de vitesse sans fil, on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un sur le bord de la route ne peut pas zapper et changer de vitesse des coureurs, tu vois? Peut-être que c'est un peu ça le futur de la triche. C'est pour ça que j'ai regardé 2-3 trucs. Bah écoute, c'est une question que je m'étais jamais posée, je t'avoue, ni la triche ni même en fait comment ça fonctionne. Et c'est vrai que alors la question de la triche, visiblement pour l'instant on ne sent pas avoir eu de cas de déréglage en cours de route, mais c'est vrai que la question de comment ça fonctionne et est-ce que c'est sécure est une question que finalement on aurait dû se poser au début de l'électrique, au tout début, et à l'heure actuelle on n'a pas vu de triche possible, mais on sait que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et qui pourrait porter à préjudice parce que même si ce serait quelque chose de très visible, donc on pourrait savoir, j'ai été hacké, oui effectivement, si ça commence à faire n'importe quoi sans raison, on pourrait assez vite arriver à cette conclusion-là de manière assez certaine. Cependant, d'une part, ce serait très dur de savoir qui a fait quoi, et surtout le mal serait fait en fait, une fois que tu as perdu tes 5 minutes parce que tu étais un petit plateau sur le plat à 70 à l'heure, en fait c'est trop tard finalement. Non, c'est exactement ça, t'imagines, hop, Cavendish qui sprint, d'un coup petit plateau, fouf. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais voilà, en fait, la question s'est posée. En fait, j'ai été sur Internet, je regardais un article du site rods.cc qui expliquait que le hacking pouvait rentrer dans le e-cycling en premier et de changer les datas qui sont retransmises entre le home trainer et la plateforme. Bon, déjà, on sait truquer les courses de e-cycling. Bon, ça, on se rappelle le panier à salade pendant l'époque Covid et au début de Zwift. De Romain Feuillu. Mais c'est ça, mais on pour peut... un panier à salade, il porte bien son nom. En extrapolant, tu vois, on peut se dire que un échauffement sur home trainer des coureurs, admettons avant un contre-la-montre ou avant une étape, peut complètement dérégler le coureur. Admettons, tu t'échauffes, je sais pas moi, un mec comme Pogacar, il s'échauffe à quoi? À 450 watts, hop, facile, en train de lire un magazine, et le home trainer lui dit de forcer à 450, mais il force à 500 ou 600. Bon, c'est des chiffres complètement faux. Est-ce que ça pourrait pas influer sur le coureur en le cramant ou en l'échauffant pas correctement avant une étape? Alors je pense pas parce que sur un échauffement de chrono, ils utilisent leur capteur de puissance habituel et ils s'amusent pas à mettre l'application Zwift, c'est assez rare. Moi je l'ai fait pendant le championnat de France, tout simplement pour faire fonctionner mon entraîneur. Honnêtement c'est assez compliqué dès que tu t'arrêtes et que tu sors de la connexion, après il faut se reconnecter, sauf que je débranche, rebranche. Alors pour un échauffement, à rester de la piste, donc il y en a plusieurs dans la journée, pour un échauffement c'est largement envisageable. Mais non, on utilise plutôt le capteur de sa puissance. Mais du coup, ça pose la question du hacking, justement, du capteur de puissance, parce qu'on le sait, et d'ailleurs c'est un reproche qui est souvent fait au cyclisme professionnel, que ce soit à l'entraînement ou en course, les coureurs utilisent beaucoup ça, et parfois on les yeux rivés dessus pour gérer leur effort. Et un écart de 50 watts, ce serait difficile à se dire, ça bug complètement, parce que finalement, en termes de pourcentage d'erreur, c'est pas énorme, mais ça joue tellement à rien, qu'effectivement ça pourrait complètement changer l'issue de la course. C'est arrivé d'ailleurs, maintenant que tu me passes, alors pas du hacking, mais un bug d'un capteur chez une athlète, alors que je vais pas citer pour pas mettre en péril les marques, etc., mais qui du coup avait eu d'énormes difficultés dans la gestion de son contre-la-montre, qui était basé sur vraiment quelque chose de très précis, des watts très précis, presque à l'instant T à suivre. Voilà. Et en fait, il y avait un énorme bug qui fait que ça a vraiment rendu difficile cette gestion, et quelque chose qui était millimétré finalement est devenu assez catastrophique. Alors là, l'écart était tellement gros que du coup l'athlète s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un problème et finalement a géré son chrono aux sensations comme l'athlète a toujours fait. Et du coup, l'impact finalement avait été presque moindre que si ça avait été un décalage un petit peu plus subtil, mais qui fait passer 2 ou 3 km/h en dessous, et du coup à la fin ça fait beaucoup. Moi je te le dis, des bugs, la différence entre un coureur pro et un amateur, c'est que le pro, quand il monte son vélo, toi tu vas pouvoir me le confirmer, il étalonne son capteur de puissance, quasiment à chaque sortie. En tout cas à chaque sortie où c'est important. Voilà, moi mon capteur de puissance, je l'étalonne à peu près une fois tous les 2 mois. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé,
d'avoir des données complètement fausses, mais complètement fausses, de peut-être 30 watts, 40 watts, et je n'arrivais pas à faire des exercices, du coup je remettais toute ma vie en question. Parce Comme quoi ça a un impact aussi sur les coureurs qui ne sont pas professionnels. Mais sur les amateurs, je pense que c'est encore pire. Oui, parce que des fois il y a plus de difficultés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à se détacher de la data. À noter que certains capteurs, comme les pédales Wahoo, font de l'autocalibrage. Alors ça me semble peut-être un petit peu moins précis, surtout pas à l'instant où on veut. Je ne sais pas exactement la technologie derrière, mais en tout cas ils font de l'autocalibrage, ce qui assure une certaine continuité, parce qu'un capteur c'est sensible, et j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est sensible ne serait-ce qu'à la météo ou des choses comme ça. Donc c'est d'où l'intérêt de le recalibrer tous les jours. Et du coup, en parlant de protocole de sécurité, comme on avait lancé ce show, j'ai un peu regardé si c'était possible. Et en fait, avec la technologie ANT+, qui est souvent utilisée entre les capteurs, c'est assez compliqué. Finalement, parce que ce sont des relations de maître et esclave, c'est ça officiellement les termes utilisés, et qui génèrent en fait un code particulier pour communiquer ensemble quand on les appaire. Donc ce code est unique et ça leur permet de fonctionner en autonomie en fait et de ne pas capter les capteurs des autres. La seule, on va dire, porte d'entrée au niveau du hacking pour ces capteurs serait de passer, admettons, par un compteur. Mais le problème, c'est que ces compteurs sont déjà sécurisés, donc on ne peut pas y accéder. Et aussi une chose qui est très importante, c'est que les coureurs n'ont pas le droit d'avoir de téléphone portable avec eux. Parce que peut-être que les hackers pourraient passer par le téléphone, qui lui est connecté au compteur, pour pouvoir ensuite changer les données. Exactement. En fait, la télémétrie est interdite. Et d'ailleurs, en parlant des datas, justement, c'est cette porte d'entrée-là qui est plus que le sabotage des données on était parti sur les derrière, plus que ce sabotage-là des autres, c'est plutôt une récupération des datas, alors du coureur qui voudrait tricher, et aussi l'ensemble des coureurs aux alentours. Alors, j'ai pas exactement, évidemment, c'est la triche, alors c'est un peu côté sombre. De grosses rumeurs étaient en tout cas sur le sujet, comme quoi c'était possible de récupérer ces datas, alors d'abord celles du coureur, grâce à des petits émetteurs qui ne sont pas des téléphones, forcément, pour pas que ce soit trop visible, et qui en fait transmettraient les datas de l'équipe, mais aussi donc, de ceux qui se trouvent dans un périmètre proche, au directeur sportif dans la voiture. Donc ça déjà c'est interdit, on n'a pas le droit à la télémétrie, le directeur sportif n'a pas le droit d'avoir les données de puissance, fréquence cardiaque, même de ses coureurs, encore moins des adversaires. Ce serait trop facile. Alors la question se pose de tout ce qui est diffusé en live, mais il y a souvent un léger décalage. Donc tu vois souvent un petit peu en retard. La diffusion live entre ce qui se passe dans la vraie vie et le live, il y a toujours une dizaine de secondes qui fait que de toute façon il y a ce problème-là. C'est séquencé et surtout c'est accessible à tout le monde, donc finalement l'intérêt est un petit peu limité et on le voit très rarement avec les champions au moment où ils attaquent. Et du coup, mon petit capteur là, espion, donne les infos à la voiture du directeur sportif. Ça permet d'avoir, à force de collecter en course, on arrive à avoir le profil de puissance de ses adversaires et de ses coureurs. Et donc on arrive à savoir si à ce rythme-là, qui va tenir combien de temps en fonction des records qui sont établis sur plusieurs saisons. Et donc de pouvoir gérer l'effort. Et c'est pour ça que des fois on soupçonne qu'on surprend de la non-réaction, par exemple, d'une équipe à l'attaque d'un favori. Alors, des fois, il y a le bon sens qui dit, mec, il reste 10 bandes en face, voilà. Et des fois, il y aurait, puisque bon, rien n'est avéré, il y aurait cette télémétrie espion qui dit, lui, à ce rythme-là, il ne va pas faire long feu, donc vous pouvez le maintenir comme ça et on va le récupérer dans 1,5 km. D'ailleurs, ça fait 3 ans qu'il se dit ça pour Pogacar. Hein. À chaque fois, il attaque à 100 bornes de l'arrivée. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Il va péter. Ou alors, de toute façon, on peut rien faire, donc laissez-le faire. Mais tout ce qui n'est pas filaire, évidemment, ça pose ces questions. Ouais, c'est ça. En fait, parce que tous les groupes DI2 à fil n'ont aucun problème. Jusqu'à présent, oui, on se posait pas cette question-là. Mais tout ce qui est liaison sans fil, ça peut être une porte d'entrée, mais pour l'instant, visiblement, c'est pas utilisé, et tant mieux pour le sport finalement. En tout cas, c'est pas avéré. Et après, on pourrait avoir un piratage des radios aussi, mais on se fait souvent de fausses idées sur ce qui se passe dans les radios des coureurs, entre coureurs et directeurs sportifs. On pourrait essayer d'avoir la fréquence pour savoir ce qui se dit, mais bien souvent, c'est moins décisif que ce qu'on pourrait croire. En revanche, j'ai connu des directeurs sportifs qui arrivaient à avoir la fréquence radio des commissaires.
Ok. Ils sont pas sans savoir, donc l'intercom. Et des fois, ça permet d'avoir des infos et d'anticiper certains mouvements, comme par exemple de remonter plus tôt à l'échappée ou d'être prévenu un petit peu plus tôt de ce qui se passe. Et ça permet au directeur sportif de réagir un petit peu plus vite en anticipant. Mais bon, c'est pas non plus si décisif. Quel exemple, par exemple quoi Pour être le premier à remonter un peloton ou pour être le premier à remonter à l'échappée, ça peut aussi permettre, en sachant quand est-ce que vont être autorisées les voitures à remonter, ça permet d'anticiper le replacement et ainsi d'être le premier de la file parce que les voitures sont rangées par ordre du classement général ou par tirage au sort. Et donc ça permet d'outrepasser un petit peu cet ordre-là en anticipant ce que va dire le commissaire, par exemple. Okay. Donc finalement, tu n'es pas hors la loi puisque tu fais ce que le commissaire a dit, oui. Mais tu le fais 30 secondes plus tôt, ce qui fait que tu as la première voiture à déboîter. Et donc tu vas être la première voiture, je l'ai dit, à l'échapper au peloton, ou ça peut être derrière le groupe avant une route étroite, par exemple. Sur un secteur pavé, les voitures aiment bien être le plus proche possible pour être le premier à réagir en cas de crevaison. Okay. Du coup, si le commissaire dit les voitures vont pouvoir remonter, de savoir que bientôt il va y avoir l'ordre de remonter, tu anticipes et en fait, au moment où on te demande de remonter, tu es le premier et du coup, tu seras le premier arrivé et voilà, tu peux gagner un petit peu de temps comme ça. On est loin de la triche à grande échelle, mais en tout cas, c'est des choses qui seraient envisageables de pirater en quelque sorte les fréquences radio. C'est un peu comme les radios de la police, quoi. C'est exactement la même chose. Hein. On voit que tu t'y connais, Louis. On va passer à la planète vélo, puisqu'on a eu quand même pas mal de news cette semaine. Et pour lancer cette belle, belle série de nouvelles, il me semble que tu as vu un truc qui te plaît particulièrement, Louis. Et oui, c'est notre partenaire Canyon qui lance, alors dès à présent aux USA, il faudra attendre malheureusement l'été pour l'Europe, mais on peut déjà se faire un aperçu, qui lance My Canyon, donc c'est un service de personnalisation. C'est vrai qu'il faut bien le dire, ça manquait et ça manque jusqu'à cet été pour nous sur le site de Canyon. Alors cette personnalisation, elle est un petit peu dans la suite logique de ce qu'ils ont déjà proposé, notamment en termes de design et de vélo, de design sur mesure pour Mathieu Van Der Poel bien sûr et ses magnifiques vélos de champion du monde, mais aussi pour Niewiadoma et ses magnifiques vélos jaunes pour le Tour de France, mais aussi on a vu chez les triathlètes et les VTTistes par exemple Samuel Edlo pour ce qui est du triathlon avec des peintures custom personnalisées. Donc finalement l'idée c'est de proposer ça au grand public, donc à nous consommateurs. Donc je l'ai dit, sur la peinture on aura le choix entre 3 collections d'artistes différents, j'ai en parlerai un petit peu plus en détail plus tard, mais aussi on aura le choix entre différentes options plutôt de bike fitting avec des choix de selle, de potence pour vraiment avoir un vélo qui arrive déjà adapté à nos préférences. Le groupe aussi. Et alors c'est le troisième niveau de customisation où là on va pouvoir adapter à sa pratique. Donc toi qui aimes bien changer tes braquets et bricoler un petit peu toujours pour aller braquer adapté, moi qui aime bien choisir mes pneus, et ben là c'est des choses que l'on pourra faire de base, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des pneus, la première chose à faire c'est qu'on les démonte et on les change, ou des cassettes on les monte, on les change à peine le vélo arrivé, et ben là on pourra choisir d'entrée le groupe que l'on veut et aussi les différentes options. Alors j'espère qu'il y aura aussi un choix de taille de manivelle par exemple, ce qui serait quand même intéressant, et d'ailleurs c'est un sujet qui est très en vogue dont on parlera très en détail dans une prochaine vidéo. La longueur de la potence, ça c'est vraiment quelque chose de très bien. Parce que... Avec les cockpits, c'est quand même ultra frustrant d'acheter un vélo et de devoir changer une pièce qui est aussi onéreuse. Ouais, et aussi compliqué à faire. Canyon a vraiment travaillé sur l'ergonomie et sur la facilité d'entretien de son cockpit. Et il reste que la potence de fixe justement, même si le passage dans la potence est facilité, le réglage, enlever des bagues, etc. Ça prend un tour de clé, c'est super facile. S'il faut tout démonter pour mettre une potence 1 cm plus grand, c'est vraiment dommage. Là, ce sera fait de base. Ça se fait, mais... c'est toujours faisable, mais comme tu dis, il faut acheter une pièce qui n'est pas forcément en stock. Ensuite, il faut tout refaire le montage, donc ça prend plusieurs jours, voire semaines. Alors que là, ce sera arrivé comme on veut, comme on le souhaite, comme le consommateur le souhaite. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors pour l'instant, c'est disponible, j'ai dit qu'aux USA, et surtout que sur le flagship, le modèle étendard, c'est-à-dire le Canyon Aero de CFR. Oui. Évidemment, l'opération va avoir du succès et ce sera au fil des mois décliné sur toutes les options et sur tous les vélos. Pour ce qui est des peintures, on trouve donc 3 collections. La collection Mano, donc c'est un artiste qui peint tous les cadres à la main avec des aspirations assez, j'ai mis céleste, tu vois, dans le strip. Mais c'est très très beau. Moi j'adore ce côté un peu art à la main. Ouais, ça fait penser un peu ceux qui peignent à la bombe. Voilà. Souvent c'est un peu système solaire, des trucs comme ça. Un peu comme le vélo de Groenewegen quand j'ai montré. Je connais pas cette athlète. Dylan Groenewegen.
On aura aussi la collection Opus, donc là c'est donc des artistes internationaux, il y en a 2, Pantone et Elena Salmistraro. Bon, je les connaissais pas, hein, c'est des artistes plutôt de street art qui nous proposent des créations assez personnelles. Et la dernière, c'est Fabrio, donc là aussi un artiste qui lui choisit plutôt de travailler sur la manière dont la couleur est réfléchie dans le cadre et dans la peinture, donc avec des choses très subtiles et qui donnent pleine ampleur au soleil. Donc j'ai même lu qu'on pouvait avoir de la paillette d'or. Et voilà, ce genre de choses. Donc j'ai hâte de pouvoir préparer mon vélo sur un Bike Canyon. J'espère qu'on va faire une vidéo là-dessus et qu'on va pouvoir choisir. Alors moi je suis plus sur les aspects longueur de potentiel manivelle, et puis si tu rajoutes la touche peinture, ça pourrait faire une petite machine. Moi, je pense qu'il irait bien avec ma tenue. Mais bon, on continue dans les news, et là c'est à moi de m'en occuper. J'ai fait une erreur en préparant le show de la semaine dernière sur les groupes mécaniques, et en fait c'est en commentaire que j'ai vu l'information. Chez Campagnolo, ils proposent toujours les groupes Super Record, Chorus en version mécanique et avec frein hydraulique. Donc voilà, je me suis trompé dans le show. Je savais que SRAM et Shimano les sortaient toujours en frein à patin, mais en électronique. Voilà, chez Campagnolo. C'est bien parce qu'on se plaignait du manque de choix, et c'est vrai que malheureusement on a des fois tendance à oublier Campa, tout simplement parce qu'ils sont plus chez les pros, et que c'est quand même une vitrine qui permet d'avoir régulièrement des infos chez Campa, mais en fait non, Campa est toujours là, et c'est peut-être la marque qui nous propose le plus de choix et le plus d'options finalement. Donc c'est pas mal. C'est carrément une bonne nouvelle. Ouais. Ça fait plaisir. Là, on retourne un peu dans le passé avec cette nouvelle news. Retour vers le futur, puisque la banque hollandaise Rabobank va redevenir sponsor de l'équipe Visma Lease Bike, qui s'est construit sur les bases de la Rabobank et même d'autres équipes bien avant ça. Mais c'est vrai que c'est un peu le maillot iconique des années 2000 qui, pour des histoires de cyclisme moins iconiques, s'était retiré et choisi de revenir donc à partir de juillet pour un deal de 3 ans et demi. C'est assez marrant de voir qu'ils reviennent en même temps que Ferrand Prévot, qui était chez Rabobank avant de partir chez Canyon SRAM. Donc voilà, un petit retour vers le futur. Ils seront à la place de Betts, marque de Paris néerlandaise, qui est aujourd'hui co-sponsor et qui sera interdite en fait. Il sera interdit de faire la pub comme dans beaucoup de pays. Des sites de paris en ligne, c'est le cas déjà en France, et ce sera le cas notamment aux Pays-Bas, et du coup ils reviennent à la place. Donc c'est une marque qui annonce 5 milliards et quelques de bénéfices, donc ils en ont donné un petit peu à l'équipe. Ils redistribuent, on va voir un peu comment ça va se goupiller sur le maillot. Est-ce qu'ils vont changer les couleurs exprès? On verra en plus du logo. Ça arrive après le Tour de France Homme. Non, c'est à partir de juillet. C'est à partir de juillet. C'est juste pour le Tour de France Homme. On sait que ça fait quelques années qu'ils changent leur maillot pour cette occasion. Donc c'est possible que ça fasse double bonne raison de changer le maillot. C'est ça. En plus, ils feront les hommes et les femmes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nouvelle news aussi, et là, ça va te faire plaisir, c'est encore l'UCI qui a fait des siennes. Oui, ils ont interdit le casque de la marque casque qu'utilisait l'équipe Ineos sur le contre-la-montre. En fait, ils n'ont pas interdit le casque. Le casque est conforme. La visière. Ils interdisent la visière à cause des petits ailerons. Alors, ils interdisent la visière 2.0. Alors, il y a toute une réflexion en ce moment sur les casques. Les casques de chrono sont utilisés sur la route, etc. Et la règle n'est pas claire. Je vous le dis tous les semaines. Je vous la rappelle. Des fois qu'elle devienne plus claire au fil des jours. Tu roules avec ce casque, toi? Je roule avec ce casque et cette visière que j'ai mis sur plusieurs athlètes avec qui j'ai fait passer des tests aéro, et ça fonctionnait vraiment bien sur eux. Sur moi, c'est pas nécessaire. Ça fonctionnait pas mieux, mais sur eux, ça fonctionnait mieux. Ils vont devoir changer et refaire un test aéro, malheureusement. Ou plutôt heureusement, c'est toujours l'occasion de progresser. Parce que le casque doit répondre à sa fonction essentielle qui est la protection. Ce qui pose la question de la forme du casque en elle-même, mais c'est pas précisé plus que ça. Et la visière, comme tout équipement du cycliste, doit répondre à sa fonction première, qui est donc de faire une protection pour les yeux, un écran solaire et à l'air, donc uniquement pour les yeux. Et les ailerons, effectivement, n'ont aucun intérêt dans ce qui est la fonction de la visière, de faire écran. Et donc, ils ont estimé, après 1 an et demi d'utilisation, que c'était plus possible. Voilà, ça avait suffisamment duré. On avait vu ça l'an passé avec le casque SP, et ils avaient interdit la cagoule après 2 ans d'utilisation, estimant que ça n'avait rien à voir avec la protection en cas de chute, qui est la fonction première du casque. Ce qui est toujours surprenant, c'est de se réveiller 2 ans. C'est des équipements qui sont homologués par l'UCI, et qui, après plusieurs mois, voire années d'utilisation, sont interdits par l'UCI. Bon. Surprenant, autre équipement interdit par l'UCI.
Non, on sait pas, on sait plus. En fait, c'est du coup les pédales Ecoy PW8 avec leurs chaussures particulières. C'est un combo système pédale-chaussures. Exactement, qui est même proposé aux autres fabricants de chaussures pour pouvoir utiliser cette pédale, mais pour l'instant, ce sont les seuls à fabriquer chez Ecoy. Et en fait, l'an dernier, ils étaient arrivés dans les pelotons avec l'équipe Nice Métropole. Et à partir de la deuxième course, ils avaient été bannis en fait, mais c'était visiblement pour des questions administratives, comme quoi ils n'avaient pas envoyé le bon document au bon moment. Et ça y est, ces pédales sont sorties dans le commerce, on peut les acheter maintenant directement sur le site Ecoy. Ça vaut 549 € avec la paire de chaussures. Paire de chaussures qu'à le pédale, c'est le tarif du haut de gamme quoi. Oui, c'est surprenant. Pas ça. Si on raisonne que sur la chaussure, c'est très très cher. Si on raisonne sur le système complet, c'est très très cher, mais c'est le prix du global. Oui, si on a une paire de pédales du race avec une paire de chaussures S-Fire haut de gamme et la paire de cales, on est largement avec des bois alus. Justement, les bois, je suis très très surpris. Alors j'ai eu l'occasion de faire des bike fitting avec les coureurs de l'équipe Nice Métropole qui avaient ces chaussures-là, qui étaient d'ailleurs plutôt faciles à régler. Alors c'était encore en cours de développement et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils réagissaient vraiment au retour des coureurs. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça a été éprouvé chez les pros. Et la partie aéro, moi j'ai vu un gain aéro très fort entre les pédales justement Wahoo Speedplay et des pédales Shimano par exemple, donc je suis pas surpris qu'ils annoncent un gain aéro d'au moins 8 watts, d'où le nom PW8. Donc je suis pas du tout surpris de ce gain là aéro et j'en suis même convaincu. Par contre je suis surpris qu'on garde des boas, parce qu'on sait qu'en termes d'aérodynamisme c'est nul par rapport au lacet, donc je suis surpris qu'il n'y ait pas une version 100% chrono aéro triathlon avec un système de serrage autre que le boa. Peut-être que ça viendra, notamment si d'autres marques, comme tu le disais, choisissent d'utiliser ce système qu'à le pédale. De fabriquer ces chaussures. Autre news aussi, et là c'est un copain à toi qui fait de la piste, Elia Viviani, qui a retrouvé une place chez la Lotto, lui qui avait fini son contrat chez Ineos, qui n'avait pas été renouvelé au mois de décembre. Il vient de revenir dans les pelotons avec l'équipe Lotto, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. C'est rigolo, il s'échange les coureurs, Ineos et Lotto, Ewan d'un côté, Viviani de l'autre, et en tout cas il pourra faire les 6 jours avec Jasper de Buste. Ça va déménager, je peux te le dire. Et à mon avis c'est une excellente affaire pour Lotto parce que je pense, vu le timing, que entre guillemets ça doit être pas cher. Il va mettre des points. Et justement s'il s'oriente sur des courses, on en a beaucoup parlé, sur des courses de moyen niveau, donc point 1 et point pro. Et qu'il a un rapport qualité-prix, si je puis dire, pas très élevé puisqu'il était en recherche de contrat, ça peut être la bonne affaire de l'année. Bon, et en parlant de bonne affaire, on va parler un peu effort. Et c'est les Zwift Games Elite qui reviennent, et les Zwift Games classiques pour tout le monde, avec 5 étapes réparties en 3 samedis consécutifs, le 8, le 15 et le 22 mars. Donc 2 étapes de sprint, 2 étapes d'ascension et une étape par équipe. Donc ça devrait être pas mal. Eh oui, du coup, à partir de mars, peut-être qu'on aura l'occasion de participer. C'est le samedi, voilà. Ça dépend de la météo. Ça dépend de la météo. Si c'est beau, on ira. Non, je rigole. On va c'est encore la fin jusqu'à mars. L'hiver touche à sa fin et c'est une occasion de finir en beauté et justement de mettre à profit les heures passées sur le home trainer et à travailler ces techniques du home trainer, de les mettre vraiment à profit sur le dernier mois où c'est vraiment intéressant. Mais écoute, j'ai jamais trop fait les courses sur Zwift, j'en ai touché un petit peu. Peut-être que c'est l'occasion de parfaire ma technique. Écoute, on va augmenter notre racing score. En parlant de courses, je sais Louis que tu avais prévu de faire le championnat du monde de gravel. On avait prévu d'essayer de se qualifier pour le championnat du monde de gravel, et d'ailleurs ça tombe pas à l'eau, on a toujours prévu de se qualifier sur le championnat du monde de gravel. Simplement, on était sûr, en cas de qualification, d'aller à la finale puisque c'était prévu à Nice. Malheureusement, et j'ai pas trop compris les raisons d'ailleurs, ça vient d'être annulé, donc il n'y aura pas de championnat du monde de gravel à Nice. Évidemment, l'UCI cherche sur un lieu de repli. On est très déçus. Ils vont retrouver une course, un endroit, en espérant juste que ça soit pas comme le championnat de France de l'an dernier, totalement annulé. Non, ça, il y a peu de chance parce qu'il y a des sponsors, mais non, très déçus. Et on espère que ce sera en Europe et qu'on pourra se qualifier et aller à la finale. C'est ça. Autre news, on a déjà vu Egan Bernal de retour sur la route après sa fracture de la clavicule la semaine dernière. Ouais, donc c'est très rapide, mais on est souvent surpris par le délai de retour sur le vélo des sportifs en général, pas que des cyclistes, mais on n'a peut-être pas tout simplement le bon diagnostic, ou en tout cas, il vaut mieux le voir sur le vélo que prolonger son arrêt. On va voir. Au niveau des résultats cette semaine, un résultat qui t'a fait plaisir. Écoute, la moustache blonde la plus connue du peloton cycliste. C'est pas la tienne? Non, elle n'est pas vraiment blonde, moi. C'est la brune.
C'est pas assez blond. Je suis pas assez blond. Par contre, c'est Magnus Cort Nielsen qui a remporté sa course cette année. Voilà. En fait, c'était sur le Haut Grand Camino. Et en fait, depuis 2013, chaque année, il a gagné au moins une ou deux étapes. C'est quand même une belle régularité pour ce coureur qui était chez IF, qui est maintenant chez Uno X. Donc voilà, encore une course remportée. Il partage ce genre de stats avec son coéquipier Alexander Christophe. C'est un peu les papis font de la résistance, mais ils le font en force. C'est ça. Bon, autre résultat, on ne va pas parler du Omloop Newsblad. Parce que cette émission est enregistrée en avance et on a hâte de voir les courses, mais du coup on en parlera la semaine prochaine. Oui, parce qu'on est en Espagne, enfin on sera du moins en Espagne pour filmer vous préparer des petites vidéos aux petits oignons pour prendre un petit peu de soleil sur cette fin d'hiver justement. Mais on a hâte de voir ce week-end d'ouverture et on en parlera la semaine d'après. Et surtout on aura l'occasion aussi de filmer des vidéos à propos des classiques, donc c'est plutôt reculer pour mieux sauter et vous apporter des vidéos toujours plus précises et de meilleure qualité pour couvrir la saison des classiques. C'est ça. On continue avec les choses à regarder. Sur la chaîne anglaise, on aura la finale de la Zwift Academy qui sera le 8 mars. Donc ça va être très intéressant à regarder. Et on n'oublie pas aussi le GCN Ride du mercredi soir à 19h30 pour rouler avec un présentateur. D'ailleurs, c'est bientôt mon tour, je reviens. Mais je crois que je prends ta suite la semaine d'après. Donc voilà, c'est bientôt à nous de diriger cette séance de nouveau. Et on vous tiendra informé, bien évidemment. Bon, c'était tout pour ce GCN Show. Maintenant, on va aller faire les valises pour partir en Espagne. Et au soleil. On vous retrouve. Faire bondir ta moustache un peu, histoire de mener la dragée haute à Cort Nielsen. Exactement. J'espère qu'il se met pas au gravel. Bon, dans tous les cas, on se retrouve mardi prochain pour le nouveau GCN Show. Ciao, ciao.